Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu qui est kiné et entrepreneur. Salut Mathieu. Salut Solène. Je te laisse te présenter un petit peu comme tu le souhaites aux personnes qui nous écoutent. Ça marche. Donc moi je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans et au niveau de ma formation, moi je suis kiné. Je suis kiné depuis 2014, donc ça fait maintenant 10 ans. Et là, d'un point de vue pro, j'ai fait un gros switch récemment parce que le métier de kiné, je me sentais un peu pataugé et faire un peu du surplace. Donc je suis allé vers ma zone de génie qui est la course à pied et plus spécifiquement le marathon. Et donc maintenant, je fais du coaching en course à pied et donc plus spécifique au marathon. Donc ça, c'est pour le côté pro. Et autrement, donc moi, je suis marié, j'habite entre Lille et Paris, donc dans une ville près d'une ville qui s'appelle Amiens. Et je me plais bien là-bas. C'est un cadre de vie qui me convient bien. Ok. Donc tu disais que tu avais un peu l'impression d'avoir fait le tour en libéral, c'est ça, dans ton métier de kiné. C'est quoi vraiment qui a été ton déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat ? Ah, ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que dans le métier de soignant libéral, et plus particulièrement en kiné, mais je pense que c'est pareil pour tous, c'est que moi, je vivais très mal le fait d'être dans une profession encadrée d'un point de vue tarif. À savoir que quand on est kiné, du premier jour de notre carrière jusqu'au dernier jour, actuellement, on est sur une profession conventionnée, donc le tarif de la séance est le même. Et moi, je vivais très mal le fait qu'après 10 ans, j'ai fait un tas de formations. Et tout en restant très humble, je pense que j'ai beaucoup progressé dans ma pratique. Et mon ego souffre un peu du fait que je ne peux pas valoriser ça dans le tarif de mes séances. Surtout à une époque où on est entouré d'inflation, tout augmente. Et moi, voir que le prix de ma séance n'augmente pas, je le vivais assez mal. Donc du coup voilà, c'était une situation que je vivais pas très bien, j'étais plus tellement épanoui et dans ma vie il y a des choses qui ont fait que j'ai été ouvert à d'autres expériences. J'ai ma femme qui a participé à un concours sur sa passion, donc qui a participé à l'émission du meilleur pâtissier et elle m'a dit non mais Mathieu là franchement c'est un truc de ouf de pouvoir vivre de sa passion l'espace de quelques temps. Elle dit je souhaite ça à tout le monde et ça a résonné à moi, je me suis dit mais ouais en fait pourquoi on se priverait de vivre de sa passion, qu'est-ce qui aujourd'hui nous en empêche ? Donc ça avait semé des graines dans ma tête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est revenue avec plein d'informations. Et notamment, j'ai fait connaissance avec Charles Hava. Donc c'est un ancien participant du meilleur pâtissier qui a développé un business en ligne de formation de pâtisserie alors qu'il n'avait aucune formation là-dedans. Et ça m'a fait prendre conscience que finalement, on pouvait développer un business dans à peu près tout ce qu'on voulait dès lors qu'on avait la bonne méthode et qu'on savait mettre en place les bonnes stratégies pour que ça devienne lucratif. Donc voilà, j'ai un peu perdu la question d'origine, mais je pense que ça permet de comprendre un peu le cheminement qui m'a amené jusque-là, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, comment ça s'est passé ton lancement ? Comment t'as fait pour trouver cette idée-là ? Donc, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, t'aides les gens à courir leur premier marathon. Comment t'as fait pour trouver cette idée-là ? Et comment t'as fait pour construire en fait ton entreprise partant de là ? Yes. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que tout seul, j'aurais été incapable de le faire parce que c'était un peu un océan, quoi. Il y avait plein de possibilités, mais je pense qu'on est peut-être capable de le faire, mais ça peut prendre énormément de temps. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de me donner les moyens et surtout, j'ai trouvé des personnes qui étaient capables de m'apporter ce que je recherchais. Donc du coup, ces fameux Charles Hava dont je viens de parler ont développé également aujourd'hui un accompagnement pour amener des personnes à développer leur business de rêve. Donc en gros, c'est eux qui m'ont permis de faire un travail sur moi-même et de chercher quelle était ma zone de génie. Et à partir de là, on est allé se poser la question de comment on pourrait créer un lien entre où je suis compétent, où je kiffe et où je peux monnayer mes services. Donc ça, c'est un concept qui s'appelle l'ikigai, qui est hyper intéressant à bosser. Et donc, en bossant là-dessus, en allant chercher au plus profond de moi-même, on est arrivé au fait que j'aime tout ce qui est côté physiologie humaine, la kinésithérapie, c'est quelque chose qui me plaît, le fonctionnement du corps. Donc, j'ai gardé ça. J'ai apporté la notion de sport et plus particulièrement de course à pied qui me plaisait beaucoup.
Mais il y a aussi quelque chose qui est important à comprendre, c'est que plus on se niche et plus on propose un produit spécifique, plus on va pouvoir déjà d'une part s'éclater et aller pouvoir cibler sa clientèle. Donc du coup, voilà, grâce à un accompagnement, j'ai pu vraiment faire un bond en avant et mettre l'accélérateur sur trouver la bonne idée et mettre en place derrière, alors ça on pourrait en parler pendant des heures, mais toutes les stratégies d'acquisition, comment proposer le produit, quoi mettre à l'intérieur, comment mettre en place sa pub et tout ça. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'il a fallu se faire accompagner pour aller droit au but, quoi, clairement. Et du coup, avec un accompagnement, tu dirais que c'est facile de se lancer? Je dirais que c'est simple. En étant accompagné, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est sur les rails, mais on apprend aussi que le parcours d'entrepreneur, c'est pas quelque chose de facile parce qu'en fait, on rencontre toujours de nouveaux problèmes. Mais quand on est guidé, effectivement, on les affronte de manière un peu plus simple parce que on se sent soutenu, quoi. On se sent... Ouais. On subit pas le truc. On se dit, même si c'est dur, je vais y arriver. Donc, effectivement, c'est pas facile parce que il faut se poser les questions, il faut avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Mais c'est simple dans le sens où tu sais la méthode à mettre en place. Tu sais ce qu'il faut mettre, tu sais ce qu'il faut faire. Ok. Je te pose la question parce que je t'ai suivi depuis le début de ton parcours entrepreneurial. Yes. On s'est suivi mutuellement parce qu'on a suivi la même formation, le même accompagnement business. T'avais des blocages, des croyances limitantes, des choses qui te freinaient à te lancer, on va dire, pleinement et efficacement? Yes, ouais. Et ça, je pense que ça venait de... Enfin, j'avais ça ancré en moi et pas uniquement dans le business, c'est dans toute ma vie. C'est pour ça que cet accompagnement, au-delà d'aujourd'hui me proposer une nouvelle profession, ça m'a ouvert à une nouvelle philosophie de vie, parce que j'étais plein de blocages. J'avais tendance à me raconter beaucoup trop d'histoires dans ma tête, à tel point qu'elles devenaient la réalité, alors que en étant accompagné, en faisant quelques petits exercices, en travaillant sur moi-même, j'ai fait sauter tout ça, et c'est un truc de fou, parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanoui, je me sens beaucoup plus aligné avec moi-même, et je goûte à une joie de vivre qui est beaucoup plus... Enfin, je sais pas, je me sens plus léger dans mon corps, je me sens moins embrumé dans ma tête. Alors qu'avant, c'était beaucoup ça. J'étais angoissé, je me posais des questions sur l'avenir, sur Enfin, il y a même des moments où je me suis posé des questions sur la valeur de la vie, quoi. Donc, tout ça, tout ce travail sur soi-même, ça m'a permis de me réaligner avec moi-même, de connecter avec qui j'étais vraiment et de faire sauter toutes les barrières que je me mettais, quoi. Ça a été vraiment un changement en profondeur, quoi. C'était quoi le blocage principal que tu avais par rapport au fait d'entreprendre, de vendre tes compétences au final? Eh ben, tu viens de le dire, en fait, c'était la notion de vendre, en fait. Ouais. Pour moi, c'était... Je suis encore en travail là-dessus. Je m'estime pas avoir franchi toutes les étapes, mais c'était la notion de vendre. J'ai pas grandi dans un milieu où il y avait une notion de vente. J'ai pas choisi un métier où il y avait une notion de vente. J'ai jamais appris à vendre parce que je pense que j'ai grandi dans un milieu où mes parents m'ont toujours fait me méfier de ce qui était à vendre parce que quand j'y repense, plus petit que j'étais, quand on voulait me vendre un truc, on m'a toujours dit que potentiellement on était là pour m'arnaquer, quoi. Donc j'ai un rapport très compliqué à la vente. Et du coup, ça, c'était un des plus gros blocages. Jusqu'au jour où j'ai compris que en fait, la vente, ça peut tout à fait être du win-win, en fait. La personne à qui tu vas vendre un produit, tu n'es pas en train de l'arnaquer, tu es juste en train de lui apporter quelque chose dont elle a besoin et qui va lui permettre d'avancer. Et toi, forcément, tu ne vas pas bosser pour du vent, donc il faut bien qu'elle te paye. Donc ça m'a fait vraiment passer un cap, clairement. Il y a beaucoup aussi de personnes, enfin moi j'accompagne du coup des soignants spécifiquement à se lancer dans l'entrepreneuriat, et une des croyances qui revient souvent c'est je suis pas légitime pour proposer autre chose que mon champ de compétences initial. Est-ce que le fait que la prépa marathon ce soit quand même en lien avec quelque part ton champ de compétences initial, puisque tu as fait des formations en course à pied dans le domaine de la kiné, est-ce que ça t'a permis de te sentir plus légitime, ou est-ce que tu penses que ça n'a rien à voir, enfin voilà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Forcément, ça a dû m'aider. Ça a dû m'aider que je suis dans la course à pied maintenant. La kiné peut faire un lien avec ça. Forcément que ça m'apporte une touche de légitimité, et c'est même un argument aujourd'hui qui fait que les gens travaillent avec moi. Ils me disent, ouais, t'es pas le premier coach sportif. Enfin, t'es pas le dernier coach sportif qui est sorti de la masse. Non.
Toi, tu as ton expérience et ton diplôme de kiné qui te donnent de la valeur. Donc, effectivement, ça a dû aider aux yeux des gens. Mais pour moi, il y a quand même tendance à avoir parfois un syndrome de l'imposteur parce que tu te dis qui je suis pour faire ça. Enfin, forcément, ton cerveau, à un moment donné, il va se sortir la question j'ai pas le diplôme et peut-être j'ai pas encore d'arriéré, j'ai pas la preuve sociale que j'ai aidé des gens à courir un marathon. Quand tu te lances, t'as pas forcément aidé quelqu'un à courir un marathon. T'as peut-être soigné quelqu'un qui prépare un marathon, mais de A à Z, tu l'as pas fait. Donc ouais, tu peux avoir un peu ce syndrome de l'imposteur-là, de pas te sentir légitime. Mais c'est pareil, je pense que ça se travaille et finalement, c'est dans la tête que ça se joue. Comme je disais il y a quelques instants, c'est quand tu te racontes des histoires dans ta tête, ton cerveau, il peut finir par y croire. Et il faut faire ce reset-là qui te fait dire mais non, en fait, essaye, tu verras bien. Et puis, en essayant, tu verras ce que tu peux corriger. Et aujourd'hui, c'est vraiment une philosophie de se dire, si j'ai une idée, je la tente. Et même si d'autres pourraient croire à un échec, moi, je sais qu'il n'y a pas d'échec. Il y a juste une manière de s'améliorer, de tirer des enseignements et d'être encore meilleur par la suite. Ça a vraiment été un step dans ma philosophie de me dire, autorise-toi à échouer puisque de toute façon, ça va te permettre de t'améliorer. Soit je gagne, soit j'apprends. Ben ouais, de ouf. C'est carrément ça. Ouais, et pourtant, ce que tu disais, que t'as jamais accompagné quelqu'un à courir un marathon, enfin, aujourd'hui, oui, tu l'as fait, mais quand tu t'es lancé, tu l'avais pas encore fait. Pourtant, toi-même, t'en avais couru des marathons, enfin, je crois, au moment où tu t'es lancé, t'en as recouru depuis. Ouais, exact. Le fait de toi-même avoir vécu l'expérience et de l'avoir fait pour toi-même, plus tes compétences de kiné, ça aurait pu être pourtant une preuve de légitimité, de dire, moi, je l'ai fait, même si j'ai pas encore aidé des gens à le faire. Yes. Ça aurait carrément pu être possible. Et encore une fois, là, c'est, je pense, des histoires que je me suis racontées dans ma tête. Et je dirais, l'histoire que je me racontais, c'est moi, j'avais la main sur mon implication et sur la charge que j'étais capable de supporter, les contraintes qui sont induites par une prépa marathon. Et peut-être que... Alors ça, ce serait une bonne question à avoir avec un psy. J'avais tendance à croire que peut-être d'autres personnes ne seraient pas capables de supporter ce que moi, j'ai supporté pour préparer ce marathon. Alors là, c'est intéressant parce que je me dis, mais du coup, tu as un ego surdimensionné parce que tu crois que toi, tu es capable de faire des trucs et pas les autres. Mais pourtant, c'est ce qui m'animait. Je me disais, ouais, je vais entraîner des gens, peut-être que elles seront pas prêtes à faire l'effort d'aller se lever le dimanche matin pour courir 2 heures ou des choses comme ça. Encore une fois, c'était des choses que je me racontais dans ma tête parce que là, depuis, la vie m'a démontré que si quelqu'un a décidé de courir un marathon, forcément, c'est pas tous les jours facile, mais si elle a décidé de s'inscrire et de se donner les moyens d'y arriver, le dimanche matin, elle va y aller, quoi, parce qu'elle est motivée. Et encore plus si elle est accompagnée. Donc, ouais, si, il y a vraiment de ça. Ouais, mais je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Moi, j'accompagne les soignants à entreprendre et je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Et je me suis dit, est-ce qu'elles vont vraiment, parce que c'est essentiellement des femmes, donc je dis elles, est-ce qu'elles vont vraiment tenir le choc, entre guillemets, parce que je sais que c'est dur et je les embarque dans quelque chose que je sais qui est pas forcément facile. C'est ça. Mais en fait, je les préviens que c'est pas facile. Avant même qu'elles rentrent dans l'accompagnement, je leur explique ce que c'est l'entrepreneuriat et que mon but, c'est justement que ça se passe au mieux pour elles, parce que si c'est ce qu'elles sont sûres qu'elles doivent faire pour être plus heureuses, pour avoir la vie qu'elles veulent, au final, il faut qu'elles fassent quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et le mieux, c'est, vu que de toute façon, ça va pas être facile, autant le faire en étant bien accompagné, en minimisant les difficultés. Et c'est comme toi, quelqu'un qui veut se préparer tout seul pour un marathon, il peut le faire. Mais il peut se blesser, il peut se dégoûter, il peut mal le faire, il peut être déçu le jour J. Toi, ton but, c'est, ok, ça va être dur, mais je vais te prendre par la main, en fait. C'est ça. Et je vais t'aider à le faire dans les meilleures conditions possibles. Ouais, c'est carrément ça. Donc, en fait, ce que tu disais, là, ça m'a fait réfléchir au fait que il y a un moment donné où j'avais ces doutes-là et où je me suis dit juste, mais en fait, quand je décide à quelqu'un de proposer mon accompagnement, il faut que je me mette dans la position de, moi, quand je suis dans ma position, je suis plus en train de faire ma prépa. Je suis en train de donner aux gens les moyens de réussir de la meilleure des manières possibles. Et c'est que sur ça que je dois me concentrer finalement. C'est pas sur est-ce que la personne va faire ci, va faire ça. Ça, c'est sa responsabilité finalement. Alors que moi, ma responsabilité, c'est de lui donner tout ce que je sais, tout ce que je peux. Et ça, en fait, je sais que je peux le faire. Donc finalement, autant me concentrer là-dessus
Et moi, et ça me fait gagner en sérénité, ça. Ouais. Et ça me faisait, je sais pas pourquoi j'avais cette comparaison dans la tête qui me venait. C'est comme quand Apple nous vend un iPhone avec des tas de fonctionnalités, c'est pas à Apple la responsabilité de t'apprendre à utiliser toutes les fonctions. À un moment donné, c'est à toi de t'informer sur comment utiliser ton iPhone de la meilleure des manières et d'utiliser toutes les fonctions possibles. Et si tu ne les utilises pas toutes, ben c'est pas de la faute de Apple, quoi. C'est juste toi qui n'as pas fait le nécessaire pour exploiter tout le potentiel. Carrément. Je pense qu'en fait, tu t'enlèves une pression énorme le jour où tu te dis, avec mes clients, j'ai pas une obligation de résultat, j'ai une obligation de moyens. Ouais, Moi, ça. je leur donne tout ce que je peux, et c'est comme avec nos patients au final. Avec les patients, Oui, on leur c'est donne ça. tout ce qu'on peut, mais s'ils font pas leurs exos à la maison, s'ils viennent pas aux séances, ou s'ils font n'importe quoi à côté, pour toi qui est kiné, la douleur, Ouais, ils l'auront toujours. Moi, leur voix, elle sera toujours cassée pour les rééducations Ouais. vocales s'ils font pas les exos à la maison. Mais par contre, on a l'obligation de moyens de tout leur tout donner ce qu'on peut. Mais après, on peut pas aller au-delà de nos capacités. Et ce qui appartient aux clients / aux patients, Ouais. ça ne nous appartient pas à nous, quoi. Mais carrément. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est écrit noir sur blanc, hein, dans les décrets de compétences et autres. C'est le thérapeute a une obligation de moyens, mais pas d'obligation de résultat. Mais c'est là, ça fait aussi la beauté de la chose, c'est qu'en tant qu'humain, ce serait trop facile si on pouvait se couper de toute émotion et tout ça, et ça perdrait de son charme. Donc voilà, il y a toujours un petit peu d'implication, on ne peut pas couper nos émotions, on ne peut pas couper nos sentiments. Et c'est ce qui fait finalement la beauté du truc. Mais parfois, voilà, ça peut générer des angoisses et il faut être accompagné pour pouvoir passer au-dessus, pour travailler son état d'esprit et aller de l'avant, quoi. Ouais, carrément. Ça me fait une bonne transition vers les questions que je voulais te poser. Ouais. C'est quoi pour toi déjà être soignant ? Ouais, ok. Alors, je sais pas si j'aurais répondu de cette manière-là quand j'ai commencé mon activité. Mais là, 10 ans après, je pense que déjà être soignant, c'est être à l'écoute de l'autre. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que en début d'activité, j'angoissais beaucoup. J'avais l'impression que tout le poids d'un traitement reposait sur mes épaules. Et un jour, j'ai trouvé une notion, une technique de conversation qui s'appelle l'entretien motivationnel, qui m'a donné beaucoup de clés sur comment aborder les patients et comprendre qu'en fait, tout traitement avec un patient repose sur une relation de collaboration où chacun a sa responsabilité dans le traitement et où en fait ça m'a déchargé d'un poids. Donc du coup aujourd'hui pour moi être soignant c'est déjà être à l'écoute du patient pour comprendre ce qu'il attend, pour comprendre ce qu'il vient rechercher et comme ça pour moi m'adapter à ce qu'il recherche. À savoir, je ne vais pas rééduquer de la même manière une personne de 50 ans qui vient de se faire poser une prothèse de genou, mais qui veut encore faire des randonnées, faire le GR20 en Corse, qu'une personne de 80 ans qui, dans sa vie, ne fait plus tellement d'activités, vit chez elle, sort assez peu, va au marché 1 ou 2 fois. Enfin, le traitement doit s'adapter à la personne à qui j'ai en face de moi. Donc c'est ça, être à l'écoute de la personne pour pouvoir lui proposer le traitement qui soit le plus approprié pour elle. Parce que je pense encore plus d'un point de vue psychologique qu'une personne va mieux progresser si elle sent qu'elle a un traitement qui lui est personnalisé plutôt qu'un protocole bateau lambda qui s'applique à monsieur tout le monde, quoi, monsieur madame tout le monde. Ouais, je suis carrément d'accord et moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut pas chercher la normalisation à 100% à tout prix, mais plutôt chercher la fonctionnalité pour la personne. Quel que soit le métier de soin, de rééducation, en tout cas, on est tous les deux rééducateurs. La norme, en fait, la norme, elle est propre à chaque personne. Alors, bien sûr, il faut décrire des grandes catégories, mais je crois qu'on a chacun sa norme. Et quand tu comprends la norme de ton patient, tout de suite, ça crée une alchimie où je pense que tu peux avancer de manière beaucoup plus sereine, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, deuxième question dans le même ordre d'idée, c'est quoi être entrepreneur pour toi ? Être entrepreneur, je me suis rendu compte que ça basculait au stade où j'en suis, ça bascule dans un tout autre état d'esprit. C'est avancer coûte que coûte en ne perdant pas de vue son objectif de départ, tout en s'adaptant à son environnement. Enfin, je trouve qu'un entrepreneur, il doit être multitâche jusqu'à ce qu'il puisse potentiellement s'entourer de gens qui peuvent remplir des tâches à sa place. Mais
ma vision de l'entrepreneur à succès, en tout cas, c'est celui qui aura compris toutes les facettes du business, aussi bien prendre soin de ses clients, on revient aux soins, Carrément. mais prendre soin de ses prospects en leur proposant vraiment un contenu de qualité, en leur expliquant bien ce qu'il a à leur proposer. Et puis derrière, il y a toujours un background d'assurer de la stabilité à son entreprise, donc avoir un bon business plan. Là, pour le coup, s'entourer par exemple, pourquoi pas. Alors moi, dans mon cas, je suis un peu influencé, mais s'entourer d'un comptable, par exemple, moi, je trouve ça... Pour la comptabilité, j'aime bien dire chacun son métier. Maîtriser la comptabilité, la législation. Moi, j'aime bien dire que j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Mais ouais. Pour revenir à ta question, l'entrepreneur, c'est celui qui va avoir une vision globale du truc et qui va réussir à poser ses jalons un peu dans tous ces domaines-là. Ok. Par rapport à ce que tu dis, il y a 2 choses qui me sont venues à l'esprit. Par rapport au comptable, déjà, donc toi, vu que ça a quand même un lien avec la kiné, t'as pas eu à créer une autre entreprise. Non, dis-moi si je me trompe. C'est ça. Ça passe en revenu non conventionné, c'est exact. bien ça. Par contre, en ce qui me concerne, à savoir que si vous êtes déjà soignant et que vous avez une micro-entreprise, enfin c'est pas une micro-entreprise, c'est une EI, mais vous ne pouvez pas créer une micro-entreprise, et si votre activité n'a rien à voir avec votre champ de compétences initial, ou du moins pas directement, vous êtes obligé de créer une autre entreprise. Sauf que vu que vous avez déjà une EI, vous pouvez pas créer une micro-entreprise, donc il faut créer une société. Et en société, de toute façon, c'est une obligation d'avoir un comptable. Ah ok, bon bah alors... Pour la création et pour la compta, les déclarations. Et pour créer les statuts, tout ça. Ouais, carrément. Et par rapport à ce que tu disais, la définition de soignant, la définition d'entrepreneur, j'avais l'impression que si on enlevait les mots soignant et entrepreneur, en fait, on pouvait les inverser pour les 2 définitions que tu as données. Ouais, okay. Et que la définition que tu donnais pour l'un valait aussi pour l'autre. Le fait de s'adapter, le fait d'être multitâche. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que soignant et entrepreneur, c'est 2 choses complètement différentes? Ou ça a des points communs? Est-ce que c'est opposé? Est-ce que c'est compatible? Alors, effectivement, je pense que quand on est déjà soignant libéral, on a un biais de ouf parce qu'on ne se rend pas compte que les gens salariés, ils sont, je dirais, un train en retard par rapport à nous parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de gérer sa trésorerie. Nous, quand on touche des revenus bruts, il faut qu'on sache que on ne peut pas tout cramer, quoi. Il y a des choses qui vont venir être ponctionnées dans ce qu'on gagne. Ça, quelqu'un qui est salarié, il n'en a absolument pas conscience. Donc, il peut y avoir un rapport à l'argent qui est déjà chez nous éduqué comparé à quelqu'un qui serait salarié et qui n'a pas encore conscience que sur 1 euro gagné, ce qui va rester vraiment dans la poche à la fin, ça va réduire. Donc, pas mal même. Ouais, du coup, si, ça, il y a un biais, je pense. Quelque chose à quoi on est habitué, auquel les autres ne le sont pas. Et effectivement, quand on est déjà soignant libéral, on sait ce que c'est que d'être multitâche, c'est vrai. On sait ce que c'est que de ne pas avoir à juste faire la mission pour laquelle on est diplômé. Par exemple, quand toi, tu es orthophoniste libéral, tu sais que au-delà d'être face à ton patient, derrière, tu vas avoir la gestion de ton planning, la gestion de fournir les papiers à ton comptable, gérer... Moi, je sais que, par exemple, en tant que kiné, j'ai la gestion des mutuelles. Il y a déjà tout un ensemble de multitâches hors mission de base, quoi. Carrément. Donc c'est vrai qu'en tant que soignant, on est déjà formé ou conditionné à gérer d'autres choses que le domaine d'activité précisément. C'est clair. Et quand tu es entrepreneur, le contenu Instagram, même la gestion des clients, c'est peut-être 10 à 20% du temps. Et en fait, 80% du temps, c'est toutes ces tâches justement qu'on voit pas de l'extérieur, quoi. La préparation, je sais que toi tu fais pas mal de webinaires, donc la préparation d'un webinaire, la communication dessus, enfin c'est énormément de temps, énormément de préparation, et ça c'est pas forcément visible de l'extérieur au final. Non, c'est carrément pas visible, et je dirais que c'est peut-être une surprise à laquelle je m'attendais pas, c'est que je me sens hyper bien dans toute la phase d'accompagnement des gens, de l'entraînement, des réunions que je fais avec eux. Et le nouveau champ de compétences que je développe de l'acquisition client, c'est vrai qu'il me prend du temps et c'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Et c'est pour ça que là, je suis content encore une fois d'être accompagné. C'est que tout seul, je pense que je perdrais le fil à un moment donné de cette acquisition client. C'est hyper complexe. Donc, c'est ça. Okay. Ça me prend du temps.
Aujourd'hui, tu travailles encore un petit peu, tu fais des remplats de temps en temps en tant Ouais. que kiné dans ton ancien cabinet, c'est ça? Ouais. Et est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat t'a apporté dans ta pratique de kiné? Ah, c'est compliqué parce que là, je suis biaisé. Je suis influencé par le fait que je m'éclate tellement dans ma nouvelle activité que quand je dois retourner au cabinet, en fait, j'ai un petit côté où je me dis, j'y vais un peu à reculons, quoi. Ouais. Euh, je dirais que ça se passe plus à une échelle psychologique où, encore une fois, maintenant, je me sens, grâce au fait de m'être lancé en tant qu'entrepreneur, j'ai changé mon état d'esprit et j'arrive avec une autre mentalité quand je suis face aux patients. Et ça, pour le coup, ouais, c'est peut-être la mentalité d'entrepreneur qui me fait prendre plus de distance, qui me fait être plus, je sais pas, avoir une vision plus globale des choses. Ouais. Quand tu dis plus de distance, c'est pas être distant par rapport aux patients, c'est plus prendre du recul, c'est ça que Ouais, tu veux c'est dire? ça. Prendre du recul et me sentir moins responsable, encore une fois, de Ouais. la réussite d'un traitement. Parce que voilà, je garde en tête la notion de ces multifacettes, quoi. Il ne se passe pas ce qui se passe uniquement dans la salle de rééducation, mais il se passe aussi tout ce qu'il y a autour. Et ouais, c'est ça, c'est d'avoir la vision, la vision de l'entrepreneur, c'est la vision globale. Et donc, du coup, ça m'aide certainement dans l'état d'esprit. Concrètement parlant, je dirais que ça change rien, mais psychologiquement parlant, c'est là où j'ai évolué. Ouais. Ok. C'est quoi ta plus belle victoire en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, Ouais. alors, entrepreneur en général, en vrai, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais pour moi qui n'avais jamais fait de vente avant, mes plus belles victoires aujourd'hui, ça reste quand même quand je match avec un nouveau client, avec une nouvelle personne qui devient un client et qui me dit ouais, j'ai envie de travailler avec toi. Ouais. C'est pas le côté je récolte de l'argent, même si c'est important, mais c'est le côté ouais, j'ai quelqu'un qui décide de me faire confiance. Ouais. Et ouais, ça en tant qu'entrepreneur, ça me le fait de ouf. C'est con parce qu'en tant que kiné, c'était un peu ça. Déjà, les gens venaient pour faire des séances de kiné, mais j'ai l'impression que c'était un peu plus impersonnel. Alors là, Ouais. c'est peut-être encore une question d'ego, hein, mais là, j'aime bien que les gens se disent ah, on choisit le programme de Mathieu, quoi. Ouais. C'est... Bah, c'est vrai que quand les gens cherchent pour une rééducation, alors peut-être qu'on t'a recommandé et qu'ils savent que t'es compétent, que voilà, mais la plupart du temps, c'est quand même, j'ai regardé sur internet qui c'est Voilà. qui était Le dispo, plus près, j'ai appris le premier kiné qui m'a accepté, qui avait pas, je sais pas Vous combien étiez de temps sur d'attente. Doctolib, machin. Voilà, souvent c'est vrai que c'est un peu plus ça, c'est pas toi qui a été choisi, même si tu peux avoir un très bon feeling avec le patient, qui peut te recommander derrière, etc. C'est ça. Mais oui, c'est sûr, là c'est toi personnellement qu'on a choisi, alors qu'il existe d'autres accompagnements Exactement. marathon. Donc ouais, ça c'est la réussite, ouais. C'est que les gens choisissent de bosser avec moi parce que ils ont vu la valeur que je pouvais leur apporter. Il y a eu le marathon de Paris très récemment, Ouais. t'avais des clients qui le couraient. C'est ça. Comment tu t'es senti quand tu les as vus passer la ligne d'arrivée? Ouah, c'est une folie. Ouais. Alors, tous ceux que j'ai accompagnés, alors tous, il n'y en a pas des masses, hein, il y en a eu 3, mais il y en a une en particulier qui ne courait pas il y a 1 an et qui m'a pris qui a sollicité un appel, avec qui j'ai échangé, qui était vraiment déterminée. Donc c'était un pari d'amener quelqu'un à réussir un marathon alors qu'elle ne courait pas en à peine 1 an. Et quand je l'ai vu là sur l'avenue Foch, là, la ligne d'arrivée du marathon de Paris, ça a juste été une dinguerie. Enfin, j'ai l'impression que j'ai même ressenti des émotions que j'avais pas ressenties pour moi-même, quoi. C'était juste fou. Donc ouais, tu me disais il y a 2 secondes, ta réussite en tant qu'entrepreneur, je suis resté un peu large, mais en tant que aujourd'hui dans mon entreprise de coaching en course à pied, mes réussites, c'est quand j'amène les gens, quand je vois les gens passer la ligne d'arrivée, quoi. Ça c'est dingue. Atteindre leurs résultats, en fait. Ouais. Et quelque part grâce à toi, enfin grâce à leur travail bien évidemment, mais grâce à ton accompagnement, et ça doit être un truc de fou, quoi. C'est ça. Du coup, je garde ce côté collaboration. Ouais. Je pense que si on n'est pas 2 dans l'histoire, ça marche pas. Bien entendu. Mais effectivement, je me dis que les résultats sont en partie grâce à moi. En tout cas, je me dis que j'ai eu un impact. Ouais. Le fait d'avoir eu un impact là-dedans, c'est hyper valorisant. Ça me donne de la force, ça me donne envie de poursuivre. Ouais. Ça me fait du bien, ouais. Ouais.
Puis c'est vrai que l'accompagnement, ça a le mérite de proposer en condensé les conseils que tu peux trouver sur Internet, de sélectionner les bons, voilà, le côté plus technique. En fait, on peut toujours le trouver par ailleurs en fouillant de manière gratuite. Mais déjà, toi, tu fais l'effort de trier le bon du moins bon et de structurer les choses pour faire gagner du temps aux gens et de la qualité. Mais c'est surtout l'aspect mindset au final. Dire, voilà, je t'accompagne vraiment, je te pousse et je t'aide à dépasser tes peurs, tes blocages. Et c'est ça qui est aussi hyper puissant et qui fait la valeur de ton travail, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a Psychologiquement, on est toujours plus engagé quand on a affaire à un interlocuteur plutôt que quand on regarde une vidéo YouTube. Bien sûr. Tu regardes une vidéo YouTube qui te dit comment t'entraîner pour un plan d'entraînement marathon. Je pense que ça n'a absolument pas le même impact que quand tu as un interlocuteur en face de toi physique avec qui tu vas pouvoir échanger, avoir des questions, des réponses et qui derrière va te suivre, va t'engager. La vidéo YouTube, elle va jamais t'envoyer un rappel. Alors, est-ce que tu as suivi ce que tu as lu dans ma vidéo ? Non, jamais. Alors que là, il y a vraiment une notion d'engagement. Ça aide, ça pousse, ça motive, ça... Ouais. Puis bon, au-delà de ça, la vidéo YouTube, elle est gratos. Ton coach, tu l'as payé. Tu rentabilises ton investissement en t'investissant davantage aussi, quoi. C'est sûr. Enfin, je sais pas si c'est pour tout le monde le cas, mais c'est vrai que quand tu investis dans un produit ou dans un accompagnement, tu te sens engagé aussi financièrement. T'as pas envie de te dire que t'as acheté de l'argent par la fenêtre. Ça, c'est clair. Alors que si tu regardes une vidéo sur YouTube, bon bah tu le fais pas, ça te coûte rien, quoi. Ça t'engage pas, c'est vrai. Carrément. Puis il y a des pubs aussi sur YouTube. Les pubs, c'est vraiment relou, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, alors que voilà, quand tu discutes avec quelqu'un, là, moi les personnes avec qui je parle, je suis pas là en train de leur dire attends, on coupe 30 secondes, je te mets une pub de Airbnb là. C'est parce qu'ils ont pas l'abonnement. C'est ça. Et là non, c'est bon. Hein. Quand t'es en accompagnement face-to-face, t'as pas de... Oui, c'est juste toi et ton client. Ok. Comment t'envisages les années à venir là, dans ton entreprise, dans ta vie perso, dans l'ensemble ? C'est quoi le Mathieu dans 1 an, dans 5 ans ? Ok, alors ça c'est une question hyper intéressante, c'est que je sais pas pourquoi je suis dans une philosophie comme ça en ce moment qui est de... Encore une fois, je sais pas si c'est ça, hein, mais j'ai une vision beaucoup plus globale et mon objectif c'est vraiment d'être épanoui, de me sentir heureux, de me lever le matin avec une envie d'avancer, ce que j'ai perdu à une époque. Et je te dis, il y a un moment donné où je me demandais vraiment ce que je foutais là, quoi. Donc, au-delà de l'entreprise en elle-même, aujourd'hui, j'ai décidé de faire confiance à la vie et de me donner les moyens d'aller vers la vie qui m'inspire. Et c'est comme ça que je vois les années à venir. Que le business que j'ai développé aujourd'hui me plaît, je m'éclate là-dedans. Peut-être que ce sera plus le cas d'ici quelques mois, quelques années. Je me ferme pas les portes. Je me dis que ce qui compte, c'est en passant les années, en prenant de l'âge, que je puisse me dire, j'ai kiffé ma vie, quoi. Ouais. Donc, peu importe ce que ça impliquera, ce qui est cool, c'est qu'avec ma femme, on est dans le même état d'esprit, donc on se rejoint là-dessus. C'est de se dire, on vit la vie qui nous inspire. Ça a beaucoup plus de sens pour nous aujourd'hui de nous dire qu'on fait des choses qu'on aime, on se lève le matin pour faire des tâches qu'on aime, plutôt que de se dire, moi je le ressens comme ça, la société aura envie de nous pousser à gagner beaucoup d'argent. Ok, ça viendra, mais j'ai lu un bouquin dans lequel j'ai compris que la réussite financière, elle découlera de ton épanouissement personnel et pas l'inverse. C'est pas parce que tu es blindé de thunes que tu vas être épanoui. Ou alors c'est pas sûr à 100%. Alors que si tu es épanoui et que tu fais un business dans lequel tu t'éclates, qu'est-ce qui t'empêche que la conséquence soit une réussite financière ? Pas grand-chose, je pense. Ouais, je suis carrément d'accord. Puis l'argent, ça se refait d'une manière ou d'une autre. Et dans nos cas de figure, le pire qui puisse nous arriver, c'est de revenir à nos métiers initiaux totalement, gagner notre vie très correctement. C'est le pire qui puisse nous arriver. On sait qu'on sera jamais en galère à ce niveau-là. C'est vrai. Et j'avoue. L'argent, ça se refait. Ouais. Mais le temps, ça se refait pas, quoi. C'est exactement ça. Ouais, encore une fois, c'est un biais qu'on a de se dire qu'on a un diplôme solide et qui nous ouvre. Demain, je retape à la porte d'un cabinet, j'ai un boulot tout de suite. C'est ça. Je pense que c'est pareil pour tous les soignants. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie roue de secours qui lui apporte de la sérénité. Ouais. Carrément. Pour finir, je vais te poser une question. Quel conseil tu donnerais à un soignant qui a envie d'entreprendre ? Quel conseil ? Un conseil ou des conseils ? Si t'en as plusieurs, vas-y. Alors, en fait, je pense que les conseils logistiques, pratiques,
c'est peut-être pas ceux les plus pertinents à donner parce que, selon moi, les conseils qui ont le plus de valeur, c'est vraiment de se recentrer sur soi-même et de... Quel est mon conseil? C'est écoute-toi, en fait. Écoute, quelle est ton envie aujourd'hui? Quelle est la petite flamme que tu as à l'intérieur de toi? Quelle est la petite voix qui te parle et qui te crée le plus d'émotions? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette voix-là? Ce serait ça, mon conseil. C'est, même si ça te fait peur, les peurs, c'est des surcouches qu'on vient s'ajouter après, mais la première petite voix, l'enfant intérieur, finalement, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Qu'est-ce qui te rendrait hyper joyeux? Tu vois, j'en ai des frissons à en parler. C'est qu'est-ce que tu as au plus profond de toi? Quelle est ton étincelle? Écoute-la et suis-la et honore-la, quoi. Fais-toi honneur. Fais honneur à la petite Solène, fais honneur au petit Mathieu, fais honneur à la petite Justine. Qu'est-ce qu'elle voudrait aujourd'hui? Et prends-le par la main et dis-lui, ok, je vais t'emmener là-bas. Et ce sera peut-être pas facile, mais si c'est ce qui te fait plaisir, on va y aller parce que tu vas être méga heureux, quoi. Et après, voilà, la pratique, elle viendra après. Mais déjà, quand tu cajoles ton enfant intérieur, quand tu te donnes les moyens d'atteindre ses objectifs, t'es déjà épanoui. Donc, c'est ça. Suivez la voie qui vous donne la direction qui vous rendra heureux et épanoui. Je sais pas si c'est clair, mais... Très clair. L'énergie est là. Top. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathieu, pour les personnes qui voudraient voir ton travail ou pourquoi pas se lancer dans une prépa marathon? Yes. Alors, ça va connecter un petit peu à l'énergie que j'ai eue pendant ce podcast. J'ai une page Instagram qui s'appelle Courez vers le bonheur. Donc, tout attaché, pas de tiré. Je me rappelle plus. Alors attends, je me trompe parce que entre l'adresse du site, non, je crois que c'est courez.vers.le.bonheur. Je le mettrai dans la description du podcast. Il y a des points entre chaque. Il y a des points. Ok, je le mettrai dans la description de toute façon, mais courez.vers.le.bonheur. Ouais, ok, ça marche sur Instagram. Ok. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, je pense que j'ai déjà dit pas mal, mais ouais, non, c'est... Arrêtez de... Attends, il y a quelque chose que dit ma femme, c'est arrêtez de rêver votre vie et vivez vos rêves, un truc comme ça. C'est arrêtez de rêver et vivez vos rêves. Ouais, c'est ça. Ok, bah, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Mathieu d'être venu. J'ai Avec trop plaisir. kiffé t'interviewer, cool. C'était trop bien. Et puis pour ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews, d'autres soignants et entrepreneurs.